Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte le second volet de notre épisode consacré au 9 Thermidor, autrement dit le 27 juillet 1794. Alors, rappel de l'épisode précédent. Dans le premier épisode, nous avons replacé le 9 Thermidor, vous vous souvenez, dans le contexte politique et militaire de l'année 1794. Après l'élimination des hébertistes, j'aurais pas dû faire la liaison, puis des dantonistes, le pouvoir se concentre autour des grands comités, tandis que la Convention, l'Assemblée et ses députés vivent dans la crainte de nouvelles purges. La guerre continue en cette année 1794, mais les succès militaires, notamment la victoire de Fleurus à la fin juin 1794, rendent de plus en plus contesté le régime d'exception et la terreur. Les tensions politiques s'exacerbent alors autour de celui qui est notre préoccupation première, autour de Robespierre, Maximilien de son prénom, accusé par certains de vouloir imposer son autorité morale et politique. C'est dans ce climat de suspicion et de rivalité que se prépare la crise qui conduit aux journées décisives du 9 Thermidor. Le 9 Thermidor est indissociable de la personne de Robespierre. Alors, qui est celui dont on parle tant à travers ces podcasts consacrés au 9 Thermidor? Tout d'abord, on peut prendre, on va faire un petit peu d'historiographie, on va se retourner vers François Furet, pour qui Robespierre est un des grands noms de la Révolution, avec Sieyès et Mirabeau. Dans ces grands noms de révolutionnaires, François Furet, pour des raisons qu'on ne va pas développer ici, exclut Georges Danton. Ainsi, Robespierre émerge dans la cohorte de tous ces hommes emportés par les événements. Car la Révolution, on le voit à travers nos podcasts, c'est une succession de rebondissements permanents. Et la Révolution, c'est ce qui rend les choses compliquées, elle ne s'incarne pas vraiment en un seul homme, mais dans une multitude. Tout le monde se mêle de révolution depuis le printemps 1789 et la convocation des États généraux. François Furet a ce mot concernant Robespierre. Il dit « La grandeur de Robespierre dans la Révolution française, grandeur tragique mais grandeur unique, c'est d'avoir peu à peu investi le pouvoir et de l'avoir quelques mois exercé. » Donc, en cette année 1794, c'est peut-être pour ça que Robespierre est passé à la postérité, il y a bien quelqu'un qui, à un moment donné, a incarné le pouvoir. On peut peut-être dire aussi que Robespierre a incarné la Révolution française. Pas toute la Révolution, mais au moins en cette année 1794, il incarne un bout de cette longue révolution. Alors, tentons de faire le portrait de Robespierre. Disons qu'il est né en 1758, le 6 mai exactement, à Arras. On dit souvent que Robespierre n'est pas facile à peindre, car Robespierre n'a pas eu de vie privée. Robespierre est un avocat, il a plutôt bien réussi, et avant 1788, il a une existence, on va dire, normale, celle d'un avocat classique. On parle d'une existence qui est presque vide, il n'y a pas de grands drames, de grands événements. Il a une vie professionnelle au déroulement normal. Il est probablement inspiré par les idées des Lumières, ce qui est un petit peu normal quand on est né en 1758, comme un peu les hommes qui font le même métier que lui, les hommes de son milieu. Mais, avec les élections du tiers-État à Arras, naît un homme nouveau. Robespierre est inspiré par la Révolution. Les temps nouveaux révèlent chez lui une formidable puissance d'identification au bien public. Ça, c'est quelque chose qu'on a perçu dans le premier podcast. Mirabeau a ce mot concernant Robespierre. Il dit «
il ira loin parce qu'il croit tout ce qu'il dit. Robespierre, les historiens s'accordent à dire qu'il possède un certain talent de manœuvrier. C'est un grand stratège quant à la conquête du pouvoir et il a un profond sens politique. Mais, j'en reviens à François Furet, pour lui, Robespierre n'est pas un grand penseur, contrairement par exemple à Sieyès. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, et surtout en cette année 1794, Robespierre accuse souvent et surtout il insinue énormément. Et j'ai repris encore cette phrase de François Furet parce qu'il y a des auteurs, des historiens qui sont capables de fulgurance dans l'écriture. Il dit « Il trace sans cesse dans sa dénonciation du pouvoir sa route vers le pouvoir. » Je vous la redis. Il trace sans cesse dans sa dénonciation du pouvoir sa route vers le pouvoir. Alors, notre ami Robespierre, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps avant 1794 ? Déjà, on peut souligner qu'après l'épisode de Varennes, dont nous avons parlé dans un précédent podcast, Robespierre se tient plutôt loin de la campagne républicaine qui va émerger après l'épisode de Varennes à partir de juillet 1791, quand on commence à envisager une alternative à Louis XVI et la royauté. Et à ce même moment, Robespierre affiche toujours son respect de la Constitution, même si, en sous-main, il soutient les clubs et les sociétés populaires qui demandent déjà qu'on châtie le roi. Précisons, concernant les grands moments, épisodes de la Révolution française, que Robespierre ne participe pas à la journée du 17 juillet 1791 au Champ de Mars, lorsque l'on met en place cette pétition pour demander l'avènement de la République et la fin de la royauté. Il ne participe pas non plus aux journées du 20 juin 1792. Vous savez, cette journée où des manifestants envahissent le palais des Tuileries et font pression sur Louis XVI pour qu'il retire son veto à des décrets révolutionnaires. Robespierre se tient également loin, on peut dire, de cette journée du 10 août, quand les sans-culottes envahissent le palais des Tuileries et que le roi trouve refuge à l'Assemblée, puis que le roi est déchu et la République proclamée, quelques semaines plus tard. Et Robespierre se tient loin également de ces journées de juin 1793, quand, sous la pression des sans-culottes, encore une fois, et de la garde nationale parisienne, la Convention nationale fait arrêter plusieurs députés girondins. L'idée du gouvernement révolutionnaire lui sied car cela lui permet de se débarrasser du formalisme de la loi. À travers lui, c'est la révolution qui se trouve au pouvoir. Alors, en cette année 1794, le gouvernement révolutionnaire n'est pas au départ une doctrine élaborée à l'avance. Il s'agit d'un mode de gouvernement d'exception qui a été adopté pour faire face à la guerre, nous l'avons vu, et aux insurrections. Le principe du gouvernement révolutionnaire est théorisé surtout justement par Maximilien Robespierre dans son discours du 25 décembre 1793 à la Convention nationale, et cela nous éclaire sur la façon dont il voit les choses. Il explique que tant que la révolution est menacée, l'État doit fonctionner différemment d'un régime constitutionnel. C'est-à-dire qu'il faut un pouvoir centralisé, des mesures d'exception et priorité au salut public. Chacun se fera son idée sur cette façon de voir les choses. Ce système est formellement établi par un décret de la Convention le 10 octobre 1793 qui déclare que le gouvernement sera révolutionnaire jusqu'à la paix. Ainsi, le gouvernement révolutionnaire est un régime provisoire légalement programmé. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait d'un provisoire qui dure.
On peut dire, en tout cas, qu'en ce moment, de toute façon, de facto, Robespierre se retrouve seul au pouvoir, vous serez d'accord avec moi, sans forcément prendre le pouvoir. Ce serait un contresens de dire cela. Mais de facto, il est seul, après l'exécution des hébertistes, à la fin mars 1794, et puis au moment de l'exécution, après l'exécution de Danton. On peut dire qu'il n'a plus, il n'a plus d'opposants à ce moment-là. C'est à cette époque que le gouvernement révolutionnaire devient plus autoritaire, au moment même où il perd ses appuis populaires et politiques. Après donc l'élimination des hébertistes et des dantonistes, le pouvoir du comité de salut public ne s'appuie plus ni sur les militants radicaux parisiens, ni sur un courant modéré. Il reste alors un appareil centralisé de surveillance et de répression qui est fondé sur les arrestations et le contrôle politique. On peut considérer la terreur tardive, c'est-à-dire la terreur du printemps-été 1794, comme la bureaucratisation du pouvoir révolutionnaire. À propos on peut dire, de la terrible loi du 10 juin 1794, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, sa nouveauté tient à la redéfinition de la mission et de la toute-puissance expéditive du fameux tribunal révolutionnaire. L'article 4 de la loi indique que le tribunal est institué pour punir les ennemis du peuple. On peut dès lors craindre des procédures plus que sommaires. Nous l'avons vu, le texte supprime l'instruction tout en permettant de fonder l'acte d'accusation sur une simple dénonciation. Il enlève à l'accusé les secours d'un avocat et vide l'audience de son sens en autorisant aussi les juges à ne pas entendre de témoins. La minute du texte est de la main de Couthon, le proche de Robespierre qui soutient Couthon. Déjà, des députés s'inquiètent du caractère de la loi, mais Robespierre leur dit « Nous braverons les insinuations perfides par lesquelles on voudrait taxer de sévérités outrées les mesures que prescrit l'intérêt public. Cette sévérité n'est redoutable que pour les conspirateurs, que pour les ennemis de la liberté. » Autrement dit, si vous êtes contre cette loi, eh bien, vous êtes un conspirateur et vous êtes contre la liberté. On en revient à cette formule, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. C'est à cette époque-là qu'on compte à peu près 1500 exécutions, c'est-à-dire entre le 10 juin 1794 et le 27 juillet 1794, c'est-à-dire 27 juillet, date de la mort de Robespierre. Donc pendant ce mois et demi, il y a eu 1500 exécutions. On va aborder maintenant un autre sujet qui est intéressant parce on en a parlé dans le premier podcast, cette fête de l'être suprême du 8 juin 1794. Cette fête est organisée après un décret de la Convention nationale du 7 mai 1794 qui reconnaît officiellement l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme comme principe civique. Cette fête est généralement interprétée par les historiens comme un moment très révélateur du projet politique de Maximilien Robespierre, c'est-à-dire donner à la République une morale publique et une forme de religion civique. Dites-vous bien que Robespierre déteste l'athéisme. Robespierre n'est pas un penseur religieux au sens classique du terme, et sa réflexion, on l'a vu, est plutôt politique et morale. Mais, son idée est la suivante. Pour lui, une république ne peut survivre sans vertu civique. La vertu suppose également ensuite une morale partagée. Et c'est ce que je viens de vous dire, l'athéisme lui paraît dangereux car il détruit cette morale. Dans plusieurs discours, il affirme que l'athéisme est aristocratique et qu'il favorise l'égoïsme social. C'est pour cette raison qu'il a combattu la politique antireligieuse menée par les hébertistes autour de Jacques Hébert. Et quand Robespierre combat l'Église, il la combat en tant qu'institution.
Après s'être demandé pourquoi Robespierre se préoccupe de religion, on peut se demander maintenant depuis quand Robespierre se préoccupe de religion. On voit déjà qu'en 1792-1793, que la croyance en Dieu, pour lui, est quelque chose qui soutient la morale publique. Et que la révolution doit combattre l'athéisme militant. Ce thème devient central dans l'année qui nous concerne. Ce terme devient central en 1794 après la crise de déchristianisation de 93. Robespierre cherche alors à remplacer l'ancienne religion monarchique en instituant une religion civique républicaine. La Révolution a prétendu créer un nouvel homme, et bien à ce nouvel homme il fallait aussi une nouvelle religion. Concernant cette fête de l'être suprême, je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de vous décrire un petit peu, de vous raconter comment ça s'est passé, cette fête le 8 juin 1794. Eh bien, vous savez quoi? Qui c'est qui préside la fête? Qui c'est qui préside la cérémonie? Eh bien, oui, c'est notre cher Maximilien. Le matin du 8 juin 1794, les cortèges des 48 sections convergent vers les Tuileries. Il y a les hommes d'un côté avec leurs branches dans ces processions, les hommes d'un côté avec leurs branches de chêne et les filles de l'autre avec leurs bouquets de roses et leurs corbeilles. Dans le jardin des Tuileries trône la statue de l'athéisme. Et Robespierre, une torche à la main, paraît et met le feu à la statue représentant l'athéisme. Le cortège traverse Paris ensuite pour aller au Champ de Mars. Et là, sur le Champ de Mars, vous pouvez retrouver des estampes. Il y en a beaucoup qui sont en ligne et qu'on retrouve notamment sur le site du musée Carnavalet. Là est dressée une montagne artificielle monumentale. Les députés de la Convention nationale prennent place au sommet ou sur les gradins de cette montagne qui sert d'estrade officielle pour la cérémonie finale. On donne le chiffre d'environ 400 000 Parisiens présents ce jour-là. Cela paraît exagéré, mais il faut reconnaître que la foule est quand même très 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 importante et que cette fête entraîne une émotion considérable. Précisons que cette fête a d'ailleurs lieu dans le reste de la France. Je vous invite, selon vos lieux de résidence aux uns et aux autres, à voir ce qui s'est passé dans votre ville en juin 1794. Charles Nodier a laissé un témoignage célèbre sur la fête de l'être suprême. Ce 8 juin 1794, Charles Nodier évoque surtout l'impression étrange produite par la mise en scène et par la présence centrale de Maximilien Robespierre. Dans ses souvenirs, Nodier écrit notamment que Robespierre, je le cite, marchait seul, un bouquet à la main, devant les députés de la Convention nationale, et que cette attitude donna à beaucoup l'impression qu'il se mettait lui-même en scène comme une sorte de grand prêtre de la Révolution. Chez Nodier, cette description sert surtout à souligner le caractère théâtral et presque inquiétant de la cérémonie. Cérémonie qui frappa les contemporains et contribua à nourrir l'idée que Robespierre cherchait à occuper une place exceptionnelle dans la République. Alors après avoir évoqué cette fête de l'être suprême, jetons un coup d'œil sur ce qui se passe du côté de l'armée et de la guerre. On peut dire qu'à ce moment de juin, rappelez-vous, il y a la victoire de Fleurus fin juin. On peut dire que à cette époque-là, au moment de Thermidor, grâce aux victoires militaires de la France, eh bien, cette guerre qui empoisonne la vie politique depuis 2 ans, eh bien, cette guerre dessert son étau. Alors, si la France est victorieuse, ou du moins que la France commence à être victorieuse, on se pose la question, pourquoi la dictature encore? Et pourquoi la guillotine? Pensons à ces 1500 personnes exécutées quelques semaines plus tôt. Pourquoi la guillotine contre les supposés traîtres, ennemis du peuple et de la Révolution? Après tout, si les choses commencent à aller mieux, pourquoi faut-il continuer à imaginer des ennemis de la Révolution partout?
Il est à noter, si on se fie à ce qu'écrit François Furet, que les oppositions deviennent majoritaires à la Convention et que tout le monde veut respirer un peu et jouir enfin de la vie. Après 5 ans de révolution, j'oserais dire après 5 ans de révolution non-stop. Ceci nous amène donc à cette journée du 9 Thermidor, à cette journée du 27 juillet 1794. Personne ne sait vraiment ce que Robespierre a senti ou pas venir. Depuis juillet, il a été très absent, très silencieux au comité, comme à l'Assemblée. Peut-être souffre-t-il physiquement, moralement. Alors il est certes absent, mais ses fidèles ont notamment la haute main sur la commune et la garde nationale. Ils encadrent également les sections. Depuis plusieurs jours, les accusations de dictature se multiplient. Ces accusations viennent du comité de salut public, cette grande force politique dont nous vous avons parlé dans le premier podcast, et de la Convention. L'image de Robespierre commence à devenir, comment pourrait-on dire, un peu fantasmatique. Des historiens nous disent qu'on ne saura jamais pourquoi il échoue à reprendre la main en ce mois de juillet 1794. Pourquoi il n'arrive pas à reprendre l'initiative, à reprendre en main le cours des choses. On ne sait même pas, d'ailleurs, s'il a vraiment essayé. Nous sommes le 26 juillet 1794. Robespierre prononce, le sait-il déjà, Robespierre prononce ce qui sera son dernier discours. Discours dans lequel, pour la énième fois, il accuse ses adversaires sans les nommer. Discours dans lequel il profère de nombreuses menaces à leur encontre. Il dit « En voyant la multitude des vices que le torrent de la Révolution a roulé pêle-mêle avec les vertus civiques, j'ai tremblé quelquefois d'être souillé aux yeux de la postérité par le voisinage impur de ces hommes pervers qui se mêlaient dans les rangs des défenseurs sincères de l'humanité. Mais la défaite des factions rivales a comme émancipé tous les vices. Ils ont cru qu'il ne s'agissait plus pour eux que de partager la patrie comme un butin au lieu de la rendre libre et prospère. Et je les remercie de ce que la fureur dont ils sont animés contre tout ce qui s'oppose à leur projet a tracé la ligne de démarcation entre eux et tous les gens de bien. » 27 juillet 1794. Ce jour-là, Saint-Just est à la tribune. Il devait présenter un rapport au nom du comité de salut public sur la situation politique et les tensions entre les comités. Dans son discours, il tentait de défendre indirectement Robespierre et d'accuser certains membres du gouvernement, notamment Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, les accuser de manœuvre contre le gouvernement révolutionnaire. Saint-Just a dit « Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai toutes. Elles ne s'éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui poseront la borne de l'autorité et feront ployer sans retour l'orgueil humain sous le joug de la liberté publique. Le cours des choses a voulu. » Le discours est interrompu très rapidement par l'intervention de Jean-Lambert Tallien qui attaque Robespierre. Tallien l'empêche de s'exprimer après Saint-Just. Billaud-Varenne lui fait quitter la tribune. Collot et Tallien l'invectivent. Tallien le menace de couteau. Pendant plusieurs heures, Robespierre est pris à partie violemment. Contre lui, surtout, il y a, nous l'avons dit, Collot, Billaud, Tallien et dans une moindre mesure Barrère. Le député Louchet demande l'arrestation de Robespierre. 10 autres personnes, dont Lebas, Couthon, Saint-Just et Dumas, sont retenues dans la salle du comité de sûreté générale. Ils sont envoyés les uns les autres dans différentes prisons parisiennes.
De son côté, la commune riposte. On ferme les portes de la ville, on convoque les sections au son du tocsin. On regroupe les gardes nationaux. Des hommes affluent, et d'ailleurs les geôliers du Luxembourg, de la prison du Luxembourg, refusent d'incarcérer Robespierre. À ce moment-là, sa légitimité semble demeurer intacte pour une partie des Parisiens. Il se passe la même chose pour Saint-Just, au collège des Écossais où il a été enfermé. La même chose pour Couthon, à la prison de la Bourbe. Pareil pour Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, à Saint-Lazare. Personne ne veut d'eux dans les prisons. Les geôliers refusent de les enregistrer, et ça permet leur libération. Vers 7 heures du soir, selon certains, Robespierre est à l'hôtel de ville. Les autres députés prisonniers sont libérés et se regroupent avec lui dans le bâtiment. Augustin Robespierre, le frère de Maximilien donc, prend la tête d'une insurrection au nom de la Commune et de la Convention. De son côté, cette dernière met en place un comité d'exécution. Ce groupe de députés reçoit pour mission de faire appliquer immédiatement les décrets de la Convention, notamment l'arrestation des proscrits et la reprise de l'hôtel de ville de Paris, où s'est donc regroupée la Commune insurrectionnelle. Le comité coordonne donc les forces militaires et la garde nationale fidèles à la Convention afin de reprendre le contrôle de Paris dans cette nuit du 9 au 10 Thermidor et d'arrêter définitivement Robespierre et ses partisans. Vers 9 heures du soir, des partisans de la Commune de Paris interviennent pour libérer François Henriot, qui avait été arrêté plus tôt dans la journée par ordre de la Convention nationale. Henriot est alors commandant de la garde nationale parisienne et il est un soutien important de Maximilien Robespierre. Une fois libéré, Henriot rejoint l'hôtel de ville de Paris où se regroupent les proscrits et les dirigeants de la Commune. Son rôle est crucial. Il tente de mobiliser les sections et les forces armées de Paris contre la Convention. Cependant, la mobilisation reste limitée et désorganisée, ce qui permet finalement aux troupes fidèles à la Convention de reprendre l'initiative dans cette nuit du 9 au 10 Thermidor. Vers 10h30, 11h du soir, Robespierre a rejoint l'insurrection, mais il ne prend pas la tête du coup d'État. Pourquoi ? On ne sait pas. Ces hommes sont installés à l'hôtel de ville et écrivent des lettres aux différentes sections pour les rallier à leur cause. Ils décident de mettre en arrestation les membres des comités qui dirigent la Convention, notamment ceux du comité de salut public et du comité de sûreté générale, considérés comme responsables de l'attaque contre Robespierre. Cette décision traduit une tentative de contre-offensive politique. L'idée est de renverser la situation en faisant arrêter les chefs du camp thermidorien. Les thermidoriens, c'est ceux qui sont contre Robespierre. Mais le projet est mal coordonné et tardif. Pendant que la Commune hésite et cherche à mobiliser les sections parisiennes, elle, la Convention de son côté, elle prend l'initiative et elle déclare les insurgés hors la loi et envoie les troupes reprendre l'hôtel de ville dans la nuit du 9 Thermidor. Donc, vers 1h du matin, à l'hôtel de ville de Paris, Robespierre, Couthon et leurs partisans tentent de lancer un appel aux forces armées, notamment aux troupes qui sont stationnées autour de Paris. L'idée est de mobiliser l'armée et la garde nationale au nom du peuple français. Tout n'est pas perdu. Mobilisation contre la Convention nationale qu'il présente comme dominée par une faction. Cependant, cet appel arrive trop tard et dans un contexte, nous l'avons dit, de grande confusion. Beaucoup de sections parisiennes hésitent ou restent passives, tandis que les forces fidèles à la Convention se regroupent. Peu après, dans la nuit, les troupes envoyées par la Convention marchent sur l'hôtel de ville. Les comités et la Convention prennent un décret de mise hors la loi des chefs de la révolte. Barras prend la direction des opérations. Il était à la tête d'environ 8000 hommes. De leur côté, les fidèles de la Commune, venus dès 6 heures du soir, se dispersent et rentrent chez eux. La confusion, nous l'avons dit, est totale. On ne sait pas toujours quel camp choisir, mais il semble que la Convention attire plus de monde que la Commune. Il est 2 heures du matin, une colonne armée entre sans difficulté dans l'hôtel de ville. Il y a des échauffourées, des luttes. Le bas se suicide. Augustin Robespierre se blesse en sautant d'une fenêtre. Robespierre a la mâchoire arrachée par un coup de pistolet. On ne sait pas s'il s'agit d'une tentative de suicide ou d'un coup reçu. Saint-Just, lui, ne résiste pas. Il est arrêté, dit-on, sans violence. Au total, il y a 22 prisonniers dont Robespierre, son frère Saint-Just et Couthon.
Ils sont amenés devant le tribunal révolutionnaire. Ils sont condamnés à mort sans procès en application de cette fameuse loi du 19 mars 1793. Ils sont déclarés hors la loi par la Convention nationale. Cette qualification juridique, nous le savons, signifie que le tribunal n'a pas à instruire un procès. Il doit simplement constater l'identité des accusés et prononcer la peine de mort. Cette procédure s'inspire du principe donc posé par cette loi de 93 qui prévoit l'exécution immédiate des insurgés pris les armes à la main. Et dans le cas de Thermidor, eh bien, la Convention applique cette logique en considérant les robespierristes comme des insurgés contre la représentation nationale, contre la Convention. Alors ils sont emmenés à la conciergerie, puis à l'échafaud. Le 28 juillet, vers 6 heures de l'après-midi, pense-t-on, Robespierre est exécuté avec 21 de ses amis politiques. Les corps sont emmenés au cimetière des Errancis ou au parc Monceau, enterrés et couverts de chaux vives. Le 29 juillet, 71 autres personnes sont guillotinées à leur tour, après avoir été déclarées, elles aussi, hors la loi par la Convention nationale, comme les proches de Maximilien Robespierre la veille. Ces condamnés sont principalement des membres de la Commune insurrectionnelle de Paris, des responsables de section, des officiers de la garde nationale qui sont restés fidèles à Robespierre. Tous sont guillotinés sur la place de la Convention. Cette exécution collective met pratiquement fin à l'appareil politique qui avait soutenu Robespierre pendant la journée du 9 Thermidor. Nous avons dit dans notre premier podcast que la mort de Robespierre annonçait le retour à une forme de tranquillité, du moins à la fin des violences, mais il s'ensuit quand même, après cette disparition, il s'ensuit 6 mois de répression contre les robespierristes. On fait le ménage. Alors maintenant, venons-en au dernier moment de Robespierre. La fin de Robespierre, évidemment, a été sujet à de nombreux commentaires, de nombreuses légendes aussi. Robespierre est pris en charge sommairement et il est transféré. Voilà ce que les sources nous disent. Mais restons prudents. On sait qu'il est transporté au comité de sûreté générale peu après son arrestation. Et il est ensuite conduit à la conciergerie. Là, il serait placé dans une petite salle, sur une paillasse ou un lit, surveillé par des gardes. Rappelons que Robespierre a eu la mâchoire inférieure arrachée, donc on lui a posé un pansement sommaire autour de la mâchoire, plus précisément, visiblement sous le menton. Certains chirurgiens ou praticiens, dont on ne sait pas forcément le nom exact, interviennent pour limiter le saignement. À ce moment-là, a priori, Robespierre ne peut ni parler ni boire, et ses gémissements sont rapportés par les témoins. Il y a une incertitude sur combien de temps Robespierre est demeuré à la conciergerie avant d'être extrait pour la guillotine, mais on parle de 17 heures d'agonie. La phase finale, si on peut dire les choses ainsi, donc, se situe aux environs de 16 heures cet après-midi. Cette dernière période correspond à la convocation de Robespierre devant le tribunal, à sa conduite vers l'échafaud et à l'exécution. Le tribunal révolutionnaire, sur la présidence de Dumas, procède à une lecture de l'arrêt d'exécution sans grand débat. C'est une formalité expéditive. Robespierre est ensuite habillé pour l'échafaud. Certains historiens disent qu'on l'a revêtu du costume bleu qu'il portait lors de la célébration de l'être suprême. Alors il y a ce moment terrible où on lui retire le bandage qu'il avait sous le menton, et ce qui provoque un jaillissement de sang. Selon le témoin Villatte, Robespierre pousse un cri affreux quand on dénoue le bandage. Le convoi quitte ensuite la conciergerie en charrette. Robespierre est conduit à la place de la Révolution pour l'exécution. Et a priori, vers 18h, Robespierre est exécuté. Concernant la fin de Robespierre, venons-en maintenant aux légendes, aux interprétations et aux incertitudes quant à cette fin tragique. Voici quelques points importants où la légende a pris le pas sur les faits. Concernant
Le suicide de Robespierre. Longtemps, l'image d'un Robespierre tentant de se donner la mort lui-même a été la version dominante. Cette version a été favorisée par les thermidoriens ou leurs successeurs car elle donne à Robespierre une part de responsabilité suicidaire. En gros, nous, on n'a rien fait, c'est lui qui s'est tué. Comme ça, la fin de Robespierre n'apparaît pas comme un meurtre politique. Toutefois, la version du tir par Méda est défendue par certains témoins et certains historiens la considèrent a priori comme plausible. Albert Mathiès, grand historien de la Révolution française, tout en soulignant que la majorité des témoignages du moment penchent pour le suicide, avoue que la version extérieure ne peut pas être définitivement écartée. Quant à la durée de l'agonie, 12 heures, 14 heures, 17 heures comme nous l'avons dit, elle est souvent reprise dans les récits populaires. Mais en réalité, les témoignages ne permettent pas de confirmer qu'il ait été lucide ou conscient pendant toute cette période. Certains récits tardifs exagèrent aussi les souffrances, les cris retentissants, les supplications, pour accentuer la dimension tragique et moralisatrice de l'événement. Quant aux cris, aux paroles, aux derniers mots, eh bien, le cri rapporté au moment où le bandage est retiré est un élément fréquemment cité. Mais ce qui serait les derniers mots de Robespierre, eh bien là, nous n'avons aucun témoignage sérieux et incontesté. Il n'y a aucun document vérifiable ne donne une phrase finale certaine. Quant à l'horaire exact de l'exécution, l'heure, nous on a dit 18 heures, certains parlent de 16 heures. 16 heures est souvent mentionné aussi, il est vrai, dans les histoires synthétiques, mais les documents d'époque sont contradictoires ou vagues. Il y a des différences entre le registre du tribunal, le rapport de police, etc. La mention de 19h10 pour le moment de la chute de la tête n'est qu'une note d'exécution administrative dans certains registres, et elle est difficile à recouper. Quant à l'image sanglante, l'image finale comme symbole, la transformation de Robespierre en figure monstrueuse avec cette mâchoire arrachée, avec ce visage qui n'en est plus un, ce visage sanglant, ça serait l'image alors, du spectre de la terreur. Et cette image a peut-être été aussi trop souvent exploitée dans la mémoire thermidorienne. Regardez à quoi ressemble le monstre. Cela contribue à la légende noire de Robespierre, c'est-à-dire un tyran tombé sous son propre glaive, décrié jusque dans sa souffrance. Alors, chers amis, nous en arrivons maintenant à la conclusion de ces deux podcasts. Les thermidoriens ont compris et utilisé l'originalité de l'événement pour clôturer artificiellement une période baptisée la Terreur et réorienter la Révolution dans sa globalité. C'est ce que nous dit l'historien Jean-Clément Martin. Thermidor est donc bien une rupture majeure dans l'histoire de la Révolution, mais elle n'est ni la fin d'un exercice solitaire du pouvoir, ni le moment de l'abandon de la violence politique. Plus que tous les règlements de comptes antérieurs, c'est une manœuvre de communication, on peut dire, saisie par un groupe pour garder le pouvoir tout en donnant l'impression d'une mutation profonde. Pour employer un langage très contemporain, on pourrait dire que Robespierre a servi de fusible. Sa mort court-circuite un processus finalement devenu peut-être insupportable. C'est comme si sa condamnation, sa mort express, sa destruction servait à faire retomber une espèce de tension extrême, une sorte de trop-plein d'un sentiment, justement, d'un sentiment de terreur. Et pourtant, la mort de Robespierre ne met pas fin à la Révolution. Loin s'en faut, loin s'en faut. Elle ne fait que clore un de ces nombreux épisodes. La violence politique ne disparaît pas, les luttes pour le pouvoir continuent, et la République entre dans une nouvelle phase que l'on appellera bientôt la réaction thermidorienne. Chacun se fera son idée, mais peut-être au fond Robespierre est-il mort pour rien, comme tant d'autres dans cette révolution qui, elle, eh bien cette révolution poursuit son cours.
Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ces 2 podcasts consacrés aux 9 Thermidor et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Je vous raconte.